Dans tout cela, au-delà des sondages, le quotidien des Israéliens qui vivent au rythme des sirènes d'alerte. Et oui, malheureusement, pas d'école, des effectifs réduits au travail, mais pourtant déjà certains allègements de restrictions décidés aujourd'hui. Bonsoir Mathieu Winding. On en parle avec vous Mathieu. Bonsoir Allègement David. synonyme d'autorisation quand même de retourner au travail. Mais ça, c'est la théorie parce que bien souvent dans la pratique, il faut garder les enfants. Y a-t-il un risque de licenciement pour les employés qui n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison auprès de leurs enfants? Alors effectivement, David, la réouverture partielle de l'économie crée une situation complexe pour les parents. Pour les enfants, c'est sûrement une autre histoire. Alors selon les consignes en vigueur, jusqu'à samedi 20h, les activités éducatives restent strictement interdites. Les activités professionnelles ont pu reprendre depuis ce midi si un abri est accessible sur le lieu de travail. De nombreux parents se demandent donc s'ils doivent se rendre au travail, s'ils n'ont pas de solution de garde pour leur enfant et s'ils décident de rester à la maison, risquent-ils, comme vous l'avez dit, d'être licenciés? La réponse dépend de l'âge de l'enfant. Selon le ministère du Travail, les parents d'enfants de moins de 14 ans, dont les établissements scolaires restent fermés, sont autorisés à s'absenter du travail et sont protégés contre le licenciement, à condition bien sûr qu'un seul parent ne s'occupe des enfants et qu'il n'y ait pas d'autre solution. Alors, si l'enfant a des besoins particuliers, la protection contre le renvoi s'étend jusqu'à 21 ans. Les parents d'enfants de 15 ans et plus n'ont pas le droit à cette protection. De plus, on rappelle que dans les lieux de travail qui ne disposent pas d'un espace protégé standard, la protection contre le licenciement s'appliquera aux employés qui ne se présentent pas au travail. Voilà. Alors, autre problème de taille, le versement des salaires aux employés absents n'a pas encore été organisé. Le ministère du Travail précise qu'à ce stade, la loi ne protège que les employés que contre le licenciement. Alors, pour trouver une solution, une équipe conjointe du ministère des Finances et des représentants du secteur privé doivent établir une convention collective afin de payer les travailleurs absents à cause des directives du commandement du Front intérieur. En parallèle, le ministère des Finances veut une reprise partielle des activités du système éducatif. Alors, la réaction de nombreux Israéliens d'assouplir ces directives et la colère, car la menace de missiles et de drones iraniens est bien réelle et ils redoutent d'être bloqués sur la route, sur le chemin du travail, alors que les Iraniens tirent sur Israël. Donc pour certains, il s'agit même d'une décision déconnectée de la réalité. À suivre en tout cas ces allègements progressifs pour le quotidien israélien. Merci beaucoup Mathieu Windwing. Allez, un autre aspect qui compte ces jours-ci, et on a le plaisir d'interroger ce soir Eliezer Cherki. Bonsoir, merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient et vous avez été orientaliste au ministère israélien de la Justice. Alors d'abord, justement, votre regard concernant les soubassements, on va dire, profonds de cette guerre. Est-ce qu'on aurait peut-être trop négligé, voire nié, chez certains, dans l'analyse, bien souvent, surtout en Occident, la dimension religieuse, tout simplement, de ce conflit qui pourrait éclairer différemment la confrontation à laquelle on assiste? C'est évident. C'est une dimension qui est soit sous-estimée, soit ignorée, soit pas prise au sérieux. De manière générale, les Occidentaux, comme on dit, de manière générale, et surtout les Européens, ne prennent pas au sérieux ou font semblant de ne pas prendre au sérieux les fondements religieux, les menaces religieuses. euh, et, et effectivement, c'est le cas. Ils ne les prennent pas au sérieux. Je vais vous dire, tout simplement, depuis la venue de Khomeini il y a 47 ans en Iran, l'Iran s'est fixé deux buts, un déclaré et un caché, mais, mais extrêmement présent. Le but déclaré, c'est l'extermination de l'État d'Israël. Et non seulement elle le déclare, mais elle met tout en œuvre pour arriver à ses fins, et y compris les missiles, l'arme atomique, etc. Le but, c'est l'extermination de l'État d'Israël. J'entendais il y a 3 jours Pierre Lellouche, qui était ministre en France, et qui raconte que lorsqu'il était en Iran, il parlait avec des hauts dignitaires iraniens. Il leur dit, mais vous parlez d'exterminer l'État d'Israël, ce n'est pas sérieux quand même. Et le dignitaire lui répond, mais c'est extrêmement sérieux, c'est notre but. Et il ne s'en cachait pas. On est au même... C'est le régime de ce point de vue-là, le régime des mollahs, le régime iranien, est l'équivalent est vraiment l'équivalent du régime nazi. Il s'est fixé comme but l'extermination des Juifs, qui en a même fait le but principal de la guerre. Ça a été montré par de nombreux ouvrages comme la guerre contre les Juifs. Et il s'est fixé ça comme but.
Ce qui fait que, entre parenthèses, c'est extraordinaire, c'est révoltant d'entendre des dignitaires européens dire que cette guerre est une guerre qui se fait en dehors du droit international, comme si la volonté d'exterminer le peuple d'Israël était intégrée dans le droit international. Ça ne met pas l'Iran en dehors de toutes les normes, de la même manière qu'on considérait Adolf Hitler comme un interlocuteur valable avant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle les titres du journal Le Temps qui disait « Monsieur le chancelier Hitler est arrivé hier à l'aéroport ». Ouais. On en parle comme s'il s'agissait d'une chose qui est intégrée aux normes du droit international. Et c'est vrai. Et évoquer le droit international dans ce contexte est absolument obscène, puisque c'est un État qui s'est mis d'emblée en dehors de tout droit, et de droit international, évidemment, entre autres. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours... Alors, mais oui, je vous laisse poursuivre. maintenant, il nous reste 1 minute, allez-y. Allez-y. Je vous laisse poursuivre. Maintenant, je voulais juste préciser qu'il y a un second but du régime iranien, mais ça, c'est un but caché. C'est-à-dire, c'est un but qui n'est pas évoqué, qui est également de mettre fin, d'exterminer également, dans un certain sens, mais là, c'est plus au niveau religieux et politique, le monde sunnite, en particulier le grand bastion du monde sunnite, qui est l'Arabie saoudite, la Turquie, d'ailleurs, entre parenthèses. D'où la rivalité. Et comme ça a été tout le temps le camp. Voilà. D'où la rivalité, effectivement, à distance entre la Turquie et l'Iran. En tout cas, vous dites volonté d'affaiblir autant que possible le courant sunnite, qui est quand même majoritaire aujourd'hui, comme on le sait, dans le monde islamique. Merci beaucoup, Eliezer Cherki. Ce sera un plaisir de vous retrouver pour d'autres analyses. Voilà, fin de cette édition spéciale. Restez avec nous. Il y en aura d'autres avec Océane Nicole ce soir. Très bonne soirée à tous. Soirée 24.